Sud Radio, Berkov dans tous ses états. C'est surtout votre soumission à Vladimir Poutine qui a fait exploser les prix du gaz. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et ça continue. Mais là, nous allons parler effectivement peut-être des rapports entre science et religion. Vous allez me dire quoi? On va faire une émission philosophique? Non. C'est très pratique. Et nous allons le faire avec le professeur Didier Raoult, parce que aujourd'hui, est examiné en commission le projet de loi de lutte contre les dérives sectaires et un certain article 4. Vous allez voir qui, pour le moins, prête, sinon à confusion, du moins vraiment à discussion. Et puis nous allons parler aussi de l'admonestation de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui à l'Assemblée nationale a dit oui, si le gaz hausse, c'est à cause de Poutine, et il vitupère les amis de Poutine, voilà, s'il n'y avait pas eu l'agression de cette espèce de voyou russe, eh bien, on aurait eu des prix du gaz tout à fait normaux, mais voilà ce qui s'est passé. Est-ce vrai? On va en parler avec Fabien Bouglet. Et puis après les perles, les bravos, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis on va recevoir Gilles Guettner, le journaliste Gilles Guettner, sur la guerre secrète entre juges et politiques. Un livre qui vient de paraître. Guerre vraiment secrète? Je ne sais pas. Entre juges et politiques, c'est l'arme au monstre ou c'est je t'aime moi non plus? À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous remercier d'exister, parce que vous êtes vraiment la seule radio que j'écoute et vous êtes quasiment les seuls à faire véritablement votre métier de journaliste. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, peut-être pas, mais il se passe aujourd'hui quelque chose d'intéressant qui doit nous intéresser tous. C'est une discussion aujourd'hui en commission sur le fameux projet de loi de lutte contre les dérives sectaires. Nous sommes tous contre les dérives sectaires, bien sûr. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de l'article 4. Alors cet article 4 de ce projet de loi avait été supprimé par le Sénat, notamment à l'initiative du sénateur Alain Houpert. Et puis, donc, c'est quoi cet article 4? Eh bien, ce serait le délit d'incitation à ne pas suivre un traitement médical. Et je lis, donc... 1 an de prison et 15 000 euros d'amende pour provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical lorsque cela est manifestement susceptible d'entraîner des conséquences graves. Il avait été supprimé par le Sénat en première lecture, mais effectivement, Madame Lizo dit il faut absolument, Brigitte Lizo, cet article est indispensable parce que les charlatans peuvent s'y engouffrer. Sauf que les charlatans peuvent s'y engouffrer, et bien sûr que tout le monde est contre le charlatanisme et de dire n'importe quoi, et les guérisseurs, etc. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de quelque chose de plus je dirais de plus subtil, puisque même le Conseil d'État a estimé que cet article n'était ni nécessaire, ni proportionné. Et ajoute le Conseil d'État, il convient de garantir un équilibre entre les droits constitutionnels afin de ne pas remettre en cause la liberté des débats scientifiques et le rôle des lanceurs d'alerte. Professeur Didier Raoult, bonjour. Bonjour. Alors, on a l'impression que ce débat entre les dérives sectaires, avec des grands guillemets, et la liberté du débat scientifique, on a l'impression qu'il y a une confusion de ce point de vue-là entre les sceptiques et entre le droit à la discussion. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est encore une fois ce débat entre la foi, entre la religion et la science? De quoi s'agit-il? Oui, bien sûr. Enfin, c'est une dérive qui a été notée plusieurs fois. Un des philosophes les plus clairs dans cette analyse, c'est Christopher Lasch, qui expliquait que dans la disparition des religions, la providence a été remplacée par la foi du progrès. Et que donc, maintenant, quand il y a une catastrophe, eh bien,
c'est la religion du progrès qui devra résoudre le problème. Je vais vous donner un exemple précis parce qu'il m'amuse beaucoup. On a, au moment du petit âge glaciaire, 1400, on a commencé à condamner les sorcières et à les brûler parce qu'on pensait que les sorcières étaient responsables des modifications météorologiques et on pouvait être brûlé pour prédiction météorologique et les modifications du climat étaient censées, pour de nombreuses personnes, être liées à des éléments de sorcellerie. Vous voyez, pourtant, ça a duré 3 siècles et demi, le petit âge glaciaire. Et c'est pas très loin. Rémi André, on te conserve. Au 19e siècle. Donc, la propagande, toute organisation sociale, tout pouvoir s'arme de la propagande. La propagande est de tous les partis. Propagande, l'origine des noms est toujours très intéressante. La propagande c'est un nom qui a été inventé par l'Inquisition pour dire la propaganda dei fidei. Propager la foi. Propager la foi. Ah oui, propagande vient de propager la foi. Non, mais c'est intéressant de le rappeler, ça. Bien sûr. Et donc là, la foi actuelle qui a remplacé dans nos sociétés, qui sont des sociétés théoriquement athées, a été remplacée, la foi en Dieu a été remplacée il faut bien la remplacer par quelque chose, et donc la foi dans la science. Mais la science n'est pas transcendante comme Dieu. La science change tout le temps. La science n'est pas une foi, c'est ça qu'il faut dire aussi. C'est pas une foi. Brèche disait la science est fille du temps. Vous voyez, donc au fur et à mesure, Galilée disait ça, au fur et à mesure que les choses changent, bien entendu, la science change. Donc vous ne pouvez pas imposer la science comme étant une donnée qui est une donnée fixe. Et vous regardez dans les épisodes que nous avons eus sur le Covid, alors c'est très... notre nation n'est pas une nation dans laquelle on reconnaît volontiers s'être trompé, à part notre ami Delfrécy, qui a fini par être d'accord avec moi que les mesures sociales n'avaient pas de sens. Je lui ai dit d'ailleurs, il m'a dit « je suis d'accord avec toi ». Très bien, on n'a pas été d'accord au même moment, quelques mois de différence. Mais si vous entendez le procès de ce qui se passe actuellement en Angleterre avec Johnson s'est excusé en disant que les mesures qu'il avait prises n'avaient pas de sens. Fauci, aux États-Unis, vient de dire que les mesures sociales n'avaient pas de sens. Donc maintenant, tout le monde est d'accord que ces mesures n'ont pas de sens, mais si vous disiez avec cette loi, heureusement, elle n'est pas rétrospective, parce qu'on pourrait nous condamner pour des choses auxquelles tout le monde dit le contraire maintenant. Vous voyez, donc... Et d'où vient ce mot, alors justement Didier Raoulton dit, à l'époque c'était complotisme, etc., etc., et scepticisme. Mais enfin, le scepticisme, c'est une vertu. Pourquoi on dit aujourd'hui mais on vitupère les covido-sceptiques, les climato-sceptiques. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec une doxa, vous êtes sceptique, donc suspect. Mais c'est parce que les gens n'ont pas la moindre formation. Je pense que ça serait bien, ça aussi, vous savez, d'introduire ça à l'école, qu'on fait des modifications. Je pense qu'il faudrait avoir un peu d'épistémologie, vous savez, parce que notre maître à nous, avec lequel je suis pas toujours d'accord, mais qui est Descartes, si vous voulez, France, le raisonnement cartésien, ça commence par dubito ergo sum. Ça veut dire, je doute, donc je suis. Donc je suis. Et parce que je doute, je sais que je pense. Je pense, la preuve que je pense, c'est que je doute. Si je ne doute pas, c'est la preuve que je ne pense pas. C'est la preuve que j'écoute et que je fais. J'ai pas besoin d'un cerveau pour faire ça. Et donc, toute la base de la pensée scientifique moderne est basée sur le doute. Et donc, d'interdire le doute ou de remettre en cause la nécessité du doute permanent est une attitude qui est profondément anti-scientifique. Et de toute manière, tous les termes que vous utilisez, on voit bien que ce sont des termes religieux. Quand on parle de secte, on voit bien, les scientifiques ne font pas de secte. Moi, je n'ai pas de religion, je bâtis pas d'armée. On vous a accusé d'être le gourou d'une secte, Didier Raoult, rappelez-vous à un moment donné. On m'a accusé tellement de choses dans ma vie, je dois prêter à ça, si vous voulez. Mais il n'empêche que, vous savez que même je n'ai jamais signé ni une tribune, ni une pétition. Je n'ai jamais demandé qu'on en signe pour moi. Je veux pas créer d'église, si vous voulez. Et donc, mais en revanche, je sais bien que toutes les églises ont commencé par être des sectes. Il faut le rappeler. Le christianisme, c'était une secte juive qui s'est étendue ensuite aux gentils.
Le protestantisme est au départ une secte. Donc toutes les églises, après, ce qu'on appelle les sectes, c'est quand c'est petit. Puis après, quand ça devient grand, c'est plus des sectes, c'est des religions. C'est religion. Donc, la définition d'une secte, je ne sais pas, c'est une définition qualifiée en nombre, en pourcentage, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, pour moi, là, on est en train de parler de religion, et moi, je ne veux pas mettre la science sur le plan de la religion. D'ailleurs, il y a des points, je vois bien que ce qu'on appelle les complotistes, il y a un amalgame entre des opinions qui sont politiques, des géopolitiques, de tout, oui. Climatiques. Je ne me sens pas concerné par ça. Moi, non, mais Didier Raoult, juste pour décrypter, ça m'intéresse d'avoir vraiment votre ressenti. C'est très intéressant parce que quand on dit que l'article 4, par exemple, vous savez, qui est 1 an de prison, 15 000 € d'amende, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, s'abstenir de suivre un traitement médical lorsque cela est manifestement susceptible d'entraîner des conséquences graves. Si l'on se rappelle l'épisode Covid, il fallait prendre que du Doliprane et attendre effectivement d'appeler le 15 si on était dans un état proche de l'Ohio. C'est quoi? C'est-à-dire que comment on peut définir cela? Parce que c'est là où effectivement ça ouvre la porte. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'argument principal qui consiste à soit se vacciner, soit prendre telle chose, eh bien vous êtes un relapse, quoi. Vous êtes un hérétique, disons-le. Oui, mais ça veut dire que c'est la transformation de la science en une question d'autorité qu'elle n'a jamais eue. Je vais vous donner un exemple, qui est un exemple banal, je pense que tout le monde comprendra, qui consiste à parler du traitement des angines et des pneumonies. D'accord ? Ouais. Les angines qui sont dangereuses sont dues à 2 microbes, le streptocoque et un autre qui a un nom un peu plus compliqué, Fusobacterium dicrophilum, qui donne des trous dans les amygdales. Le traitement de ça, c'est l'amoxicilline ou l'ampicilline ou la pénicilline. On est en rupture de stock parce que ces médicaments ne rapportent rien du tout et le prix que la France les achète est si bas que nous sommes servis en dernier après tous les autres pays. D'accord. En France, on a autorisé à remplacer le traitement des angines qui a été fait pendant des années avec ces molécules qui coûtent rien et pour lequel il faut bien dire qu'il n'y a pas de résistance. Quoi qu'on dise, on traite les angines depuis des décennies avec ces médicaments, il n'y a pas de résistance des streptocoques, ces médicaments, c'est pas vrai. Hein. Ça marche. Ça marche. Et on a dit, on va les remplacer par l'azithromycine. Alors, en revanche, l'azithromycine, c'était, à l'époque, on l'a remplacé, c'était un médicament cher. Maintenant, c'est plus cher non plus parce que c'est devenu générique. Ouais. Mais de prescrire de l'azithromycine, il y a des résistances des streptocoques, 20 à 30% à l'azithromycine, qui est le traitement recommandé. D'accord. Mais pour les azithromycines, au moment où ça a été négocié, parce que ce qui est la science, c'est la négociation entre le ministère et l'industrie pharmaceutique, on lui a dit, vous pouvez mettre l'azithromycine sur les angines, mais en France, on ne vous donne pas l'AMM, on ne vous donne pas l'autorisation pour traiter les pneumonies avec ça. D'accord ? Ah oui, que les angines. Moi, je crois que ça sert à rien, mais les pneumonies, c'est utile. Aux États-Unis, 40% des pneumonies sont traitées avec de l'azithromycine, qui est le traitement recommandé par toutes les sociétés internationales, sauf la France. Donc, la science, il y a une science française, oui, c'est comme les religions. Enfin, est-ce que vous êtes chiite ou sunnite, vous voyez ? Est-ce que vous êtes protestant ? Oui, ça dépend de la carte d'identité, oui. Ça dépend de la carte d'identité. Donc, si vous êtes français, vous pouvez pas prendre de l'azithromycine pour pneumonie. Tout le monde en prescrit. Les médecins, la plupart du temps, ne savent même pas. Mais pourquoi il n'a pas eu l'AMM en France, vous savez ? L'argent. Quand le laboratoire a négocié, ils disent, attendez, mais vous le savez bien, enfin, ça a commencé très officiellement. Je suis désolé, ça va faire de la peine à beaucoup de nos amis, mais ça a commencé très officiellement avec Rocard, qui a commencé à préparer sa campagne présidentielle avec l'industrie pharmaceutique, on le sait bien. Et donc, la question se pose pourquoi, quel est le prix que je vais payer, et 2, à quoi je vais donner une AMM. Et donc ça définit ce que va être le périmètre financier que va faire le laboratoire avec une molécule. Et donc, c'est des négociations dans lesquelles, là aussi, il serait intéressant, moi je suis pour la transparence, qu'elle soit filmée. Bien sûr, n'importe laquelle. Et mise dans un coffre pour qu'elle puisse être utilisée s'il y a des doutes sur la pertinence de ce type de choix. Oui. Moi, j'aurais bien voulu avoir, par exemple, le remdesivir qui est recommandé en France comme en Europe,
On sait que c'est toxique. Les laboratoires Gilead, on se rappelle, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais justement, donc, en fait, il y a la science d'un côté, la recherche, comme vous dites, le doute, etc. Enfin, le scepticisme nécessaire et sain. Et puis, il y a les affaires. Enfin, c'est ça, quoi, quelque part. Il y a le monde des affaires qui consiste à se dire voilà comment il faut, voilà ce qui est important, et l'AMM viendra après, et puis le monde de la science, et on a l'impression par ce rappel de cet article que l'on veut effectivement réexhumer à l'Assemblée nationale, ou je ne sais pas, c'est de dire attention, qui décide, c'est toujours ça, moi ça m'a frappé. Le traitement médical, il y a les bons traitements et des mauvais traitements. Mais qui décide des bons et des mauvais traitements? C'est ça. Je vais vous donner un autre exemple. Vous devriez lire mon livre sur les antibiotiques en entier, parce que beaucoup de choses y sont expliquées. Par exemple, pour définir qu'un antibiotique marche. Oui. Il n'y a pas de mystère, c'est pas oui, non. En réalité, on fait une tambouille. Dans cette tambouille, on regarde quelle est la concentration de l'antibiotique dans le sang, si on le prend par la bouche ou par voie veineuse ou par voie intramusculaire, et on regarde quelle est la quantité d'antibiotiques qu'il faut, la concentration qu'il faut pour empêcher la bactérie de pousser. D'accord ? Ça apparaît relativement simple comme ça, mais en réalité, c'est très compliqué. Oui, les dosages et tout. La preuve que c'est compliqué, c'est que vous n'avez pas les mêmes définitions de ce qui est sensible et ce qui est résistant en Europe et aux États-Unis. Ouais. C'est pas de la science. Déjà, ouais. Et pourquoi ? C'est parce que dans les paramètres, en particulier dans ceux qui définissent, il y en a 80% qui ont des conflits d'intérêts. Donc, ce qui est décidé, moi j'avais été surpris quand j'ai fait mon postdoc aux États-Unis, je regardais une molécule, on parlait de cas de traitement, et quelqu'un avait une septicémie apurcyanique, et donc regardez l'antibiogramme, je dis mais il est résistant. Il me dit non, il n'est pas résistant, il est sensible. Je dis mais attendez, chez nous, la résistance c'est à partir de 64. Il dit ah ben non, chez nous la résistance c'est à partir de 128. Donc même les critères. Et aux États-Unis, en accord avec la science qui est l'antibiogramme, qui n'a jamais été une science, qui est juste un accord des gens qui sont présents pour dire juste que ça devrait marcher. Voilà. Il ne faut pas transformer les activités humaines en des activités scientifiques. Scientifiques, et surtout quand elles effectivement induisent des conflits d'intérêts. Merci Didier Raoult. On se retrouve, restez avec nous, on se retrouve juste après cette petite pause. Et on vous donnera la parole également comme tous les jours dans Berkov dans tous ses états. 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec le professeur Didier Raoult. Je voudrais juste vous lire le tweet du sénateur Alain Houpert. Il a dit à propos de cette loi sur les dérives sectaires, il dit ceci: l'article 4 de la loi sur les dérives sectaires est une réponse aux charlatans prônant les remèdes miracles. Là-dessus, tout le monde est d'accord pour effectivement empêcher cela, ou en tout cas le limiter. Mais ajoute Alain Houpert, il est dans sa rédaction une atteinte à la liberté du débat scientifique qui aurait pu s'appeler clairement article anti-Raoult. Nous sommes dans une dérive démocratique. Est-ce que c'est une dérive démocratique, Didier Raoult, ou c'est une dérive de l'ignorance ? C'est difficile. Ne me posez pas de questions comme ça, vous savez que c'est compliqué. Je mets souvent la bêtise. Je ne suis pas un complotiste en général. Je manque même, si vous voulez, de méfiance. J'ai plutôt l'habitude de penser que c'est un défaut, ça. C'est un défaut. Mais c'est un défaut. Mais je vais vous donner un autre exemple. Quand Villani était avant, parce qu'il y avait Cédric Villani, oui. Mathématicien. Personne très intelligente avec qui je discutais dans les députés macronistes de la première, qui sont tous fait virer, mais dont Villani, qui était responsable de l'OPEC. Et Villani m'avait fait appeler par son assistante, et puis ensuite j'avais parlé avec lui, et leur question est une question très intéressante, qui était, écoutez, comment on peut faire pour que les gens prennent tous les vaccins qu'on leur dit de prendre? On a fait le listing, pourquoi ils ne les prennent pas? Ouais. Vous avez dit, vous savez combien il y a de programmes vaccinaux en Europe? 20
23 programmes différents. Qui a En raison? Europe, 23 programmes différents. Ouais. Ouais. En Angleterre, vous regardez sur la santé publique, on commence par dire ça n'est pas dans les mœurs de l'Angleterre d'avoir des vaccins obligatoires. Zéro vaccin obligatoire. D'accord? Donc, si vous voulez, ça va être compliqué parce que on revient à une chose, et moi je l'ai vu là, comme vous le savez, je suis embêté assez souvent, de manière assez récurrente d'ailleurs, pour des prétextes les plus intéressants. Les gens en France, je sais pas depuis quand c'est comme ça, probablement depuis très longtemps, pensent vraiment que tout le monde pense comme eux à Paris et que leur pensée est le témoin du monde. Et ils ne se rendent même pas compte que leurs voisins font des choses différentes. Vous voyez, moi je disais, par exemple, quand Mme Buzyn a suivi, c'est Fischer qui avait recommandé, qui avait été chargé d'une mission du temps de Hollande. Si vous voulez. Alain Fischer, oui. Alain Fischer. Oui. Qui a été rechargé de mission, parce qu'il est bien fait pour le Covid, d'une réflexion sur le vaccin. Je lui ai dit, tu sais, si tu veux réfléchir sur le vaccin, j'étais en train d'écrire un livre sur le vaccin, que je vous commande aussi, je peux te parler. Il me dit, non, ça va, écoute. Et la seule chose qu'il est posée comme question, c'est comment on peut faire pour que les gens fassent ce qu'on leur dise. Mais c'est ça. On leur dit quelque chose, il faut qu'ils suivent. Comment les gens doivent suivre nos préconisations. Ouais. Voilà. Et à la fin, sa conclusion, c'était, il faut les obliger. Il faut que ce soit obligatoire. Et c'est ce qu'a fait Buzyn. Ouais. Buzyn a suivi les recommandations de la commission Fischer. Fischer a écouté ce que disaient les associations de malades et à la fin, il a dit non, allez, circulez, c'est tout bon. Et moi, je sais que parmi les choses que je disais, je sais qu'il y a des gens qui m'en veulent parce qu'ils voudraient que je sois contre tous les vaccins à la fois. Non, mais c'est pas le cas. Vous n'êtes pas anti-vax, bien sûr. Je trouvais ridicule quand on fait le vaccin papillomavirus contre des cancers sexuellement transmissibles, qu'on dise, écoutez, on va faire ça qu'aux femmes, parce que je connais maladies sexuellement transmissibles depuis très très longtemps, et si on fait ça aux femmes, il faut le faire aux hommes aussi, parce que la plupart, pas toutes, mais la plupart des maladies sexuellement transmises se transmettent comme ça. Eh bien, il a fallu, à l'époque, et j'avais été interviewé à la radio et tout, et les gens me disent, mais non, alors on nous a dit que... Et donc, Madame Buzyn avait fait passer une loi dans laquelle c'était obligatoire pour les femmes, mais pas pour les hommes. Pour les pas mais même remboursé. Après, il y a eu un lobby des gays qui ont dit, mais attendez, ça donne quantité de cancer de l'anus, et donc il faut qu'on puisse être remboursé si on est vacciné. Alors après, on a dit, c'est les femmes et les gays. C'est par segmentation de marché. C'est quand même drôle comme science, c'est quand même de la science approximative. Et c'est très récemment a été dit, non, attends, on va vacciner les garçons, les filles, puis d'abord on ne sait pas à l'avance qui c'est qui sera gay, qui sera pas gay. Enfin, comme on vaccine des adolescents jeunes, on ne peut pas prédire l'avenir des uns et des autres. Donc, si vous voulez, il y a vraiment... Et quand les gens disent ça, moi je me rappelle, il y avait... je prends, c'est pas une tête de turc. Hein. J'ai pas rencontré beaucoup de journalistes qui essaient de m'enseigner les maladies infectieuses, mais il y en a un qui est Patrick Cohen qui me disait, enfin, c'est la science ça. D'ailleurs, l'INSERM semble dire que l'INSERM c'était un scandale, c'est le mari de la ministre Yves Lévy, le mari d'Agnès Buzyn, absolument. Ce que dit le ministre de la Santé, ce qui est quand même. Dans un cirque, c'est cocasse, c'est dommage qu'il n'y ait plus donc tout ça, effectivement, est totalement... et c'est ça qui est terrifiant dans cette histoire, c'est la subjectivité, les conflits d'intérêts, quelque part, l'emportent assez souvent, et peut-être trop souvent, sur, comme vous dites, la mise en question, le doute, en tout cas l'étude, je dirais même au sens littéral du terme. Alors, on en sort comment? On n'en sort pas, quoi. Ça va continuer comme ça. Didier Raoult. Le pire, c'est la question que vous me posez. Je pense que dans ces affaires, elles sont multifactorielles, comme la plupart des affaires. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui disent ça, qui sont, écoutez bien le mot et prenez-le au premier degré, de bonne foi. Ils ont foi en ce qu'ils disent. Mais là, c'est pas une question de foi, c'est une question de savoir. Mais oui, voilà. Et donc, s'il y a un doute dans le savoir, il faut laisser une place pour que les gens posent la question de savoir si ce savoir-là est établi
ou s'il doit être mis en cause. Voilà, et ne pas avoir foi de façon aveugle, ou en tout cas de façon... Parce que la foi... La science n'est pas une question de foi, voilà. C'est une question de connaissance. Merci Didier Raoult, je crois que c'est assez clairement défini. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Oui, quand je croise le vent fripon, effectivement, il faut que Suzon prenne garde à son jupon, comme disait le génial Georges Brassens. Mais le problème, c'est que quand il n'y a pas de vent, et quand il y a des éoliennes, et que ces éoliennes ne fonctionnent, comme tous les intermittents, que s'il y a effectivement une brise certaine et non pas une certaine brise. Qu'est-ce qu'on fait ? Et alors là, on assiste vraiment à des moments magnifiques, encore une fois, polémique assez forte à l'Assemblée nationale, avec Bruno Le Maire, le ministère de l'économie et du budget, et qui admonestait député du Rassemblement national. Écoutez Bruno Le Maire. C'est surtout votre soumission à Vladimir Poutine qui a fait exploser les prix du gaz. C'est surtout votre soumission aux intérêts étrangers de la Russie qui a fait exploser les prix du gaz. Mais mesdames et messieurs les députés du Rassemblement national, les faits sont têtus. Les prix du gaz étaient à 80 € avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ils ont bondi à 200 € le lendemain de l'intervention de Vladimir Poutine que vous avez soutenu contre l'Ukraine. Vous avez systématiquement pris le parti de l'étranger, de la Russie et de Vladimir Poutine contre les intérêts de la nation française. Voilà, le parti de l'étranger retrouve le parti de l'étranger dont parlait Jacques Chirac, l'appel de Cochin. Fabien Bouglet, on ne vous présente pas ici. Et bonjour André Berkoff. Avec plaisir, bonjour. Et je rappelle vos livres sur les éoliennes et sur l'énergie nucléaire, qui ont été des livres qui ont marqué. Alors Fabien Bouglet, vous êtes tous... Donc, on était à 80 €, on est passé à 100 € à cause de l'invasion russe en Ukraine, c'est ça ? Alors, c'est un aspect que j'ai développé dans mon livre, et là, le ministre de l'énergie, le nouveau ministre de l'énergie a été pris en flagrant délit de fake news. André Breton qui veut empêcher les fake news, là, il a de quoi... Thierry Breton, pardon, ouais. A de quoi œuvrer avec Bruno Le Maire. Non, faut être sérieux et faut être factuel comme il l'a dit. D'abord, et je reviendrai sur la composition des factures de gaz et d'électricité. Mais avant, parlons de géopolitique. Je l'ai évoqué dans mon livre « Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial » qui est sorti il y a 4 mois. Tout d'abord, la crise du gaz a commencé au deuxième semestre 2021 avec un problème d'approvisionnement en Chine, entre la Chine et l'Australie, et le fait qu'avec la reprise post-Covid, l'Allemagne a dû importer du gaz, du charbon et du pétrole parce qu'il y avait une baisse historique des vents en Europe. Et ça, c'est sourcé, documenté. L'Institut Copernicus de la Commission européenne l'a établi. Le prix du gaz est passé de 1 à 6. Il a été multiplié par 6. En 2021. En 2021. Donc bien avant l'invasion de Russie. Oui. Du coup, les Américains qui avaient leur gaz naturel liquéfié à vendre, et on se souvient que Blinken était allé à la Commission européenne pour dire que, 75 ans après la libération de l'Europe de l'Allemagne nazie, les États-Unis allaient arriver pour libérer l'Europe, non pas avec de jeunes Yankees, mais avec du gaz naturel liquéfié. Notre nouveau plan Marshall. Exactement. Voilà. Et bien justement, le gaz naturel liquéfié s'est trouvé beaucoup plus rentable que le gaz russe, et c'était effectivement une opportunité incroyable. À ce moment-là, Bruno Le Maire, rappelez-vous, au moment de l'invasion de l'Ukraine, a dit « Nous allons mener », sur France Info, il dit « Nous allons mener une guerre économique totale à la Russie ». En guise de guerre économique totale, il y a eu des rétorsions de livraison du gaz, ce qui a fait que l'Europe a dû, pendant l'année 2022, importer du gaz naturel liquéfié américain. Tout à fait. Et que la facture de gaz qui était à 120 milliards d'euros en 2021 est passée à 400 milliards d'euros, profitant aux Américains qui n'avaient jamais autant exporté de gaz naturel liquéfié vis-à-vis de l'Europe, et profitant à l'économie américaine parce que la compétitivité des entreprises européennes, et en particulier allemandes, en subissait un grand coup, et par voie de conséquence, conduisait à l'augmentation du prix du gaz et du prix de l'électricité qui était indexé. Donc ce que dit, soyons clairs,
Bruno Le Maire est factuellement faux. Ensuite, il faut comprendre que le prix du gaz, compte tenu de l'excès de gaz qui intervient sur le marché, puisque les États-Unis ont augmenté leur capacité de liquéfaction de gaz, a fait que le cours du gaz est tombé ces derniers mois à des niveaux antérieurs à la crise du gaz qui avait été de 2021. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, factuellement, en reprenant les graphiques du marché du gaz, que le gaz est responsable, le coût de marché du gaz est responsable de l'explosion. Ça a été le cas en 2022, mais pas à cause de Poutine, à cause de Biden, qui a vendu son prix du gaz extraordinairement cher. Et d'ailleurs, Olaf Scholz s'en était ému dans la presse à l'époque en disant « Les États-Unis sont en train de profiter pour nous vendre un gaz à un prix vraiment... » Pour le moment, qui en profite? La Russie d'un côté, les États-Unis de l'autre, et l'Europe, on sait dans quel état l'Europe, en fait, il faut comprendre qu'effectivement, dans ce jeu, l'Europe dépend de 55% de ses importations en énergie. Les États-Unis et la Russie sont autonomes énergétiquement et l'Europe dépend corps et âme de cette nécessité d'importation du gaz et du pétrole. Et justement, en réalité, ces augmentations qui sont évoquées, elles sont structurelles, non pas liées au prix spot du marché, mais elles sont liées à la façon dont fonctionnent les factures d'électricité ou de gaz vis-à-vis du consommateur. On va en parler de tout cela, on va parler aussi d'Astrid et des éoliennes, Fabien Bouglet. Vous restez avec nous, c'est passionnant parce que ça vous concerne, parce que c'est vous, c'est vous. Auditeur Sud Radio, Résistance Sud Radio, c'est vous qui payez en définitive. Et oui. Et peut-être que votre facture de gaz a explosé, vous nous appelez pour témoigner ou poser vos questions à Fabien Bouglet, 0826 300 300, on essaiera de répondre à toutes vos attentes. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et toujours, et lui aussi dans tous ses états, mais pour la très bonne cause, c'est Fabien Bouglet, effectivement, et on parlait de ce qui se passe avec ce prix du gaz. Et il n'y a pas que le prix du gaz, on pourrait parler aussi de beaucoup d'autres choses, mais justement... comment est-ce qu'on pose des factures, celles que nous payons En fait, c'est un peu la clé pour comprendre pourquoi Bruno Le Maire a propagé une fake news. On va dire que les factures d'électricité et de gaz sont composées de 3 principaux éléments. Le prix du gaz ou de l'électricité. Les factures que nous recevons, c'est ça. Que le particulier ou l'entreprise reçoit. D'accord. Le prix du gaz ou le prix de l'électricité. Le prix du réseau et de la distribution, donc ça va être les lignes à haute tension et la distribution du gaz par les tuyaux, et enfin les taxes et la TVA. Donc voilà. Ce qui se passe actuellement, c'est que comme on n'a pas de problème de prix de gaz et de prix d'électricité, puisque vous savez que le prix de l'électricité est indexé sur l'unité de production la plus chère, en fait aujourd'hui les augmentations sont plutôt liées à des augmentations fiscales. Pour l'électricité, c'est la TIFCE, qui est en fait la taxe qui permet cette fameuse transition énergétique et qui permet, André Berkov, de financer les subventions aux fameuses éoliennes intermittentes. Donc, les augmentations actuellement, elles sont liées de la facture d'électricité sur les taxes qui permettent de financer les éoliennes, soit les raccordements des éoliennes avec le TURP, la taxe de raccordement, soit le financement des subventions aux éoliennes avec la TIFCE, qui est l'ancêtre qui est le descendant de la contribution au service public d'électricité. Ça, c'est pour l'électricité. Donc actuellement, les augmentations de factures d'électricité, elles sont purement fiscales. Vous voulez dire que c'est l'État qui se regorge là-dessus. Et on a la proportion. C'est quoi la proportion? C'est 10%. L'électricité, il y a eu la dernière augmentation. La taxe, oui. Alors non, la taxe. Non. La proportion de la taxe, non pas du prix. Alors c'est un peu compliqué parce que le TURP, par exemple, est pris sans être exprimé dans la facture d'électricité des Français. Mais par exemple, le raccordement, c'est aux alentours de 40%. 40%. 40% voilà. Pour le gaz, eh bien, cette augmentation qu'on évoque, ça n'a rien à voir avec Poutine ou Biden, c'est simplement une augmentation d'une taxe liée au raccordement. Et d'ailleurs, ça a été pas dénoncé, mais ça a été dévoilé par la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, Madame Wargon, qui est une autorité indépendante et qui a précisé elle-même. On en a parlé. On consomme moins, c'est pour ça que les tarifs. Parce qu'on consommait moins, on avait moins de marge et donc il fallait augmenter. Donc en gros,
si on comprend bien, Français, vous avez moins consommé, pour récupérer notre marge, on va augmenter la facture de gaz pour que vous ayez une facture équivalente. Puisque vous avez moins consommé, vous allez payer plus. Voilà. Alors qu'on nous demande de la sobriété. Juste pour finir là-dessus, Fabien Bouglet, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, combien nous coûtent en fait les éoliennes par rapport à ces raccordements? Pardon, rien que les raccordements entre éoliennes offshore, on a une idée comme ça, oui, mais pas un chiffre exact. Mais... Actuellement, il y a une commission d'enquête au Sénat sur le futur électrique, et c'est un point qui va être évoqué et discuté. Mais il y a eu déjà la Cour des comptes qui avait fait un rapport en 2018 qui évaluait à 120 milliards d'euros les subventions aux éoliennes et aux panneaux solaires. Depuis quand? Depuis le début. Depuis le début. Donc 120 milliards d'euros. Voilà. Mais on peut évaluer à 150 milliards à peu près les subventions. Mais André, il faut rajouter une chose qui est beaucoup plus importante, et on l'a vu à l'instant, c'est les raccordements. Parce que Monsieur Piechazzik, qui est le patron de Réseau Transport d'électricité, ces fameux raccordements, et Enedis viennent d'annoncer que pour raccorder ces fameuses éoliennes et ces panneaux solaires au réseau, eh bien, il faut acheter du cuivre, il faut acheter énormément de systèmes d'équilibrage des réseaux, et ça va coûter 200 milliards d'euros. 100 milliards pour les raccordements et 100 milliards pour la distribution. Au diable l'avarice. Voilà, il faut bien rappeler une chose fondamentale, ce qui est très très grave, c'est que ces 200 milliards ne produisent pas d'électricité. Et on a Monsieur Jadot... c'est que le raccordement. C'est uniquement le raccordement, c'est un coût. Tandis qu'une centrale nucléaire... Alors, on est en train de chercher des financements pour financer... Alors, on a tout le monde dit, c'est un mur d'investissement. Alors, c'est un mur d'investissement pour 7 réacteurs nucléaires, 14 réacteurs nucléaires qui vont coûter, pour 7 réacteurs aux alentours de 50 milliards d'euros parce qu'on mutualise, 100 milliards d'euros, mais sauf que les 14 réacteurs nucléaires, ils vont produire de l'électricité, ils vont rapporter. Tandis que le raccordement ne produit rien. Et puis on sait ce que produisent les éoliennes. Voilà. Alors, parlons un tout petit peu, parce qu'on a malheureusement le temps nous est compté, mais on en reparlera, tout ça. Mais Astrid. Astrid, c'est extraordinaire. Parce que Astrid a été abandonné, et on sait que les Américains font un système qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Astrid. Merci André de me poser la question, parce qu'actuellement sur les réseaux sociaux, une vieille vidéo que j'avais fait avec notre ami Yvan Rioufol sur CNews, il y a un an, au moment de la crise énergétique, avait dénoncé le scandale de l'abandon d'Astrid en 2019 par Emmanuel Macron. Rappelez Astrid rapidement. Alors, en fait, il faut se rappeler de Superphénix et de Phénix. Superphénix, c'était une technologie qui a été abandonnée par Lionel Jospin avec la complicité de Dominique Voynet et de Corinne Lepage, qui consistait à utiliser les déchets nucléaires de nos centrales nucléaires en activité. C'était Superphénix. C'est Superphénix. Et ça a été abandonné avec la gauche plurielle. Et ça a résolu le problème des déchets nucléaires. Oui, on avait 2 à 3 000 ans de souveraineté énergétique avec les matières sur notre sol français, André. Vous voulez dire, attendez, que les réacteurs, les déchets nucléaires français, vous pouvez nous donner 2 à 3 000 ans de souveraineté énergétique. Et ça a été confirmé par l'Office parlementaire des choix technologiques dans un rapport. Et alors, en 2019, ça avait été abandonné, et pendant quelques années, il y a eu une reprise des travaux sur les réacteurs à neutrons rapides et ce qu'on appelle les surgénérateurs. Qui utilisent les déchets. Et c'était le projet Astrid. Ce projet, on y a consacré 700 millions d'euros. Et contre toute attente, en 2019, ce qui pouvait assurer notre souveraineté énergétique, ce qui permettait d'avoir de l'électricité de manière abondante, a été abandonné sous le précédent mandat d'Emmanuel Macron. Alors sur les réseaux sociaux, il a été évoqué le fait que c'était vendu à Bill Gates. C'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que la technologie qui avait été déployée avec Astrid, c'est-à-dire les surgénérateurs qui utilisent les déchets nucléaires, ça n'a même pas été acheté, a simplement été repris par Bill Gates, qui a reçu plusieurs centaines, voire des milliards d'euros du département à l'énergie aux États-Unis pour développer une technologie équivalente, bien sûr, sans utiliser. Sauf que nous avions de l'avance, nous. Nous avions 30 ans d'avance sur le monde. Et en pendant, puisque ça c'est la partie américaine, mais en pendant que nous abandonnions les réacteurs à neutrons rapides, qui, je le rappelle, auraient réglé notre problème de sécurité électrique et auraient réglé ce problème de facture que nous avons actuellement, a été utilisé également par Rosatom, par les Russes, qui ont construit 2 réacteurs à neutrons rapides en Russie. Et on dit que la France n'est pas dirigée par des génies. Mais c'est formidable. Et vous voyez bien, ce qui est très intéressant, c'est que et les États-Unis et la Russie avaient un intérêt majeur à voir abandonner l'avance sur la technologie des surgénérateurs
qui utilisent les déchets nucléaires sur notre sol, par rapport à la France, qui avait une technologie d'avance, qui avait 30 ans d'avance. Et actuellement, le fait d'avoir abandonné Astrid, eh bien, c'est un abandon de la souveraineté énergétique. D'ailleurs, je suis pas tout seul à le dire. Oui. Il n'y a pas, en tout cas, que cet abandon de souveraineté, comme vous le savez, mon cher Fabien Bourguet. La souveraineté énergétique est fondamentale. Et monsieur Bréchet, ancien haut-commissaire à l'énergie atomique du SCEA, a dit que c'était une faute très grave en commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté énergétique. Et c'est pour ça que cette vidéo buzz autant, parce qu'elle est au cœur. Elle est le C'est pire qu'un crime, mon cher Fabien Bouglet, c'est une faute, et une faute grave. Merci. Merci Fabien Bouglet d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial aux éditions du Rocher. On marque une courte pause sur Sud Radio et tiens, on va parler de politique et de juges. À tout de suite sur Sud Radio. De Tassin la demi-lune au Mont d'Or, de Saint-Priest au gratte-ciel de Villeurbanne, de Caluire à Bron et Vénissieux, depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, comment va l'attractivité de la France, monsieur? L'attractivité de la France, je dis bien, et j'emploie ce mot à dessein, eh ben, elle va pas très bien, monsieur. Mais pourquoi, monsieur? On s'explique tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Daniel Balavoine, quand on arrive en ville, et oui, c'est très intéressant parce que, vous savez, quand on parle, ce sont des critères faits par le commerce extérieur, par des personnalités compétentes, il ne s'agit pas de sondage, il ne s'agit pas de micro-trottoirs et tout ça. Quels sont effectivement les critères que les conseillers du commerce extérieur, sur lesquels les conseillers du commerce extérieur calculent l'indice d'attractivité du territoire français? Je répète, l'indice d'attractivité du territoire français. Voilà, il est actuellement à 60%, sur 100, pardon. Alors, quels sont les critères? Jusqu'à présent, les critères, c'était qualité de vie, fiscalité, approvisionnement en énergie, bien sûr, charges administratives ou encore le coût du travail. C'est-à-dire, c'est destiné surtout, ne parlez pas des touristes, mais des investisseurs, ceux qui veulent investir en France. Et pour le moment, heureusement en tout cas, ils investissent. Je parle des investisseurs étrangers, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui plombe l'indice global d'attractivité, et c'est une nouveauté absolue. Écoutez ce que disait le journaliste économique Nicolas Dose sur BFM Business hier. La France est-elle toujours aussi attractive, Nicolas? Le dernier baromètre du réseau des conseillers du commerce extérieur nous répond ce matin. Et il nous dit quoi? Il nous dit que ça baisse. Et ça baisse pour une raison totalement inédite. Une raison jamais vue. Ces conseillers du commerce extérieur, ils sont 4500, 2500 répartis à travers le monde. Et bénévolement, ils travaillent à l'amélioration de l'image du pays. La raison du recul de l'attractivité de la France, c'est l'insécurité. J'ai jamais cité cet aspect-là dans ce type de baromètre où généralement on est sur des aspects matériels, des aspects éco, des aspects business. Non, l'indice qui plombe cette année le baromètre, c'est la sûreté des personnes. Et ça veut dire que ce qui se passe avec les émeutes, ce qui se passe, tous ces faits divers comme celui de la gare de Lyon ou encore les attaques contre les profs, ça plombe désormais l'image de notre pays. C'est la première fois que sur ce type de baromètre dans une chronique éco, je m'adresse plus à Gérald Darmanin qu'à Bruno Le Maire. Eh oui, plus à Gérald Darmanin qu'à Bruno Le Maire, dit Nicolas Dose. Et c'est la première fois, historique quand même dans le bilan, qu'on parle de quoi? Pour l'attractivité, je parle de l'attractivité économique de la France, d'insécurité. C'est intéressant, hein? Car il est toujours ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui parlait d'un sentiment. Non, il n'y a pas d'insécurité. Il y a un sentiment d'insécurité. Eh ben, il y a un sentiment d'inattractivité du pays. Il vient de quoi, à votre avis? Il vient de quoi par rapport à ce qui s'est passé à la gare des Lions et dans combien de villes de France et de Navarre, et combien de villes multirécidivistes, impunité, libération conditionnelle, oui, et puis on les laisse partir parce qu'ils n'ont pas les téléphones, on en a parlé hier, vous savez, de centres de rétention, de détention de Lille, eh bien les téléphones ne fonctionnaient pas, donc on les a libérés parce qu'il fallait le droit à téléphoner, etc. C'est quand même extraordinaire de voir que cette situation que tout le monde connaît, dont tout le monde
monde effectivement se plaint et qu'il y a vraiment des problèmes quand il n'y a pas de drame, hein, de mort, de tabassage, d'handicapés à vie, etc., eh bien voilà que ça atteint la sphère économique. Eh oui, c'est intéressant, hein. Il fallait attendre quoi? Il faut attendre que vraiment il y ait des drames absolument sanglants pour que un certain nombre de gens se réveillent, dont c'est la fonction et le métier dont on les paye pour que non seulement ils se réveillent, ça c'est bien, la belle au bois dormant, mais qu'ils agissent. Eh bien voilà, facteur d'inattractivité, l'insécurité, la sûreté des personnes, eh oui, ça compte. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h08 sur Sud Radio, on vous présente ce face-à-face aujourd'hui. André Berkov, vous recevez le journaliste, auteur de ce nouveau livre, La guerre secrète entre juges et politiques chez l'Artilleur. C'est Gilles Guettner qui est avec nous. Bonjour à vous Gilles Guettner. Bonjour. Bonjour Gilles Guettner. Bonjour. Effectivement, vous racontez quand même une saga. D'ailleurs, ça se lit effectivement, je dirais pas comme un roman policier, mais effectivement comme un roman judiciaire. Je pensais à ce comment s'appelle-t-il, cet écrivain américain qui est avocat et qui a écrit de très très beaux romans sur les juges. Enfin, de toute façon, alors vous partez de 1981, donc élection de François Mitterrand, jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs aujourd'hui, on a l'impression que vous avez écrit avant-hier, hein, parce que vous avez déjà la relaxe du Dupond-Moretti. Hein. C'est quand même très récent. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans votre livre, c'est qu'on voit que cette guerre secrète, d'ailleurs, pas si secrète que ça, parce que souvent ça remonte à la surface, mais est-ce vraiment une guerre? C'est une question que je me suis posée en lisant votre livre, parce que c'est vraiment, enfin, quand on vous lit, hein, c'est un je t'aime, moi non plus. Il y a quand même des connivences, des rapprochements, des instructions, on va en parler avec l'affaire Fillon, ou pas, plus ou moins dites, plus ou moins avouées. Est-ce que ce n'est pas plutôt cette espèce d'ambiguïté, attraction, utilisation, instrumentalisation, manipulation, répulsion, beaucoup de mentions, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même de très trouble dans cette histoire. Oui, vous avez tout à fait raison, sauf que quand on regarde le temps qui a passé, c'est-à-dire 43 ans depuis 81, on s'aperçoit quand même qu'il y a eu périodiquement des affrontements terribles entre les juges et le pouvoir politique. Je pense, sous la gauche, il y a eu l'affrontement avec le juge Jean-Pierre, les perquisitions où... Urbain et Carrefour du Développement. Absolument, où un certain ministre de la Justice parlait de cambriolage judiciaire lorsque le juge Jean-Pierre perquisitionnait. Et puis ça... En allant très très vite, ça a continué aussi avec les affaires de la mairie de Paris, l'affaire Alphen, et puis avec... en dernier lieu, pour faire court, avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui quand même a été... s'est retrouvé devant la Cour de justice de la République, un peu à cause des juges. C'est la première fois dans l'histoire de la République qu'on voit un tel phénomène. Oui, la première fois qu'un ministre de la Justice était convoqué... Et c'était quand même surréaliste de voir le procureur général près la Cour de cassation, procureur général près la Cour de justice, qui requiert contre... Le garde des Sceaux. Et qui dépend du garde des Sceaux, normalement. Absolument. Alors, je ne sais pas quels sont leurs rapports maintenant, mais le garde des Sceaux a dit la page est tournée, donc on n'en parle plus, quoi. Ouais. Je voudrais faire une petite remarque sur la relaxe du garde des Sceaux. Est-ce que, c'est une question que je pose, est-ce que si la juridiction avait été une juridiction classique, composée uniquement de magistrats professionnels, est-ce que Monsieur Dupond-Moretti aurait été relaxé. Parce que la Cour de justice de la République n'est pas composée que de 12 magistrats élus, sénateurs et députés, plus 3 magistrats professionnels. Ouais. Et on voit très bien, très bien, sans entrer dans les détails et le problème du secret des délibérations, on voit bien que les politiques l'ont emporté. C'est clair. Parce que peut-être que sur les 12 juges élus, il y avait peut-être certains qui étaient en délicatesse avec la justice. Oui. Donc ils se sont dit, on va quand même le soigner. Oui. Mais alors, non pas à contrario, je dirais quand même. Si on se rappelle, c'est intéressant, vous en parlez longuement dans votre livre, Gilles Guettner, quand même, l'affaire Fillon. Je rappelle, hein, pour les auditeurs, article du Canard enchaîné sur le fait que sa femme est employée fictivement, d'après eux, et 2 heures après, le parquet national financier déclenche les hostilités. Oui. Bien, 2 heures après. Franchement, aujourd'hui, est-ce que le parquet national financier n'a pas, je ne dis pas subi, mais connu quelques instructions du côté de l'Élysée ?
Ah ben visiblement, il y a eu en tous les cas un dysfonctionnement, disons une analyse différente entre la procureure générale près la Cour d'appel de Paris et la patronne du PNF. Ça me paraît, ça va être clair. Et d'ailleurs, quand Madame Houlette, puisque c'est elle c'était la procureure nationale financière, a été auditionnée en 2020 dans le cadre d'une enquête parlementaire, elle l'a dit qu'elle avait eu sans arrêt des pressions. Après, elle est revenue un peu en arrière, etc. Mais vous avez raison. L'ouverture de l'information, l'enquête préliminaire dans un premier temps, dès le 25 janvier 2017, c'était cuit pour Fillon. Est-ce que juste une chose, parce que nous allons faire une petite pause, mais juste une chose, Guettin, est-ce que c'était une première qu'on attaque un candidat du présidentiel en pleine campagne électorale? Alors, c'est absolument une première, d'où la question que beaucoup se posent, des juristes et des hommes politiques, est-ce qu'on doit organiser une trêve judiciaire pendant la campagne électorale? Alors, beaucoup de magistrats disent que oui, mais le 25 janvier 2017, nous n'étions pas en campagne électorale. Alors, on aurait pu ne pas ouvrir d'informations au mois de mars, puisqu'il a été mis en examen. La campagne n'avait pas commencé officiellement. Donc, parce qu'on se serait trouvé dans une situation ahurissante. On n'aurait pas ouvert d'informations judiciaires. Tout le monde, les grands penseurs, les grands sociologues, les analystes politiques pensent que François Fillon aurait été élu président de la République. Et alors on se serait trouvé dans une situation complètement folle. On aurait eu un président de la République mis en examen, mais qu'on n'aurait pas pu interroger puisque couvert par son statut de chef de l'État, comme l'était Nicolas Sarkozy. On va continuer à en parler de ce roman d'amour, haine et autres entre juges et politiques avec Gilles Guettner, tout de suite après cette petite pause. Et avec vous au 0826 300 300 pour témoigner, pour poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est un cliché, mais il faut le dire, dans le cas du livre de Gilles Guettner, La guerre secrète entre juges et politiques, pendant 43 ans, publié chez l'Artilleur. C'est vrai que ça se lit comme un roman, non pas un roman policier, mais tout au long de la lecture, Gilles Guettner, je me suis dit, j'aimerais avoir un peu votre sentiment, puisque vous suivez ça depuis effectivement des décennies. On se dit, les politiques, quand même, à un moment donné, ils sont jugés. Quand je dis ils sont jugés, non pas seulement juridiquement, mais il y a un juge qui est l'électeur. À un moment donné, au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans ou autre, il retrouve les électeurs qui rendent le verdict. Oui, vous avez été bon, pouce en l'air ou pouce en bas. Mais qui juge les juges ? Qui juge les juges? C'est une question qu'on se pose toujours et on se dit, parce que dans cette espèce de bras de fer entre procureurs, juges d'instruction, magistrats, on va en parler effectivement, on va prendre le temps de le faire, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, est-ce que c'est un jeu à somme nulle ou est-ce qu'il n'y a pas quand même un gagnant et un perdant? Alors oui, c'est l'organe qui juge les juges, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, mais enfin, honnêtement. On n'a pas l'impression, en tout cas de l'extérieur, on n'a pas l'impression qu'ils sont je cite quelques exemples. Chaque année, il y a dans le rapport du CSM, on fait allusion aux dérives, mais ce ne sont pas des dérives, c'est des dérives plutôt personnelles sur la façon de vivre, c'est plutôt ça. Mais il y a eu quand même des magistrats, je peux vous citer un cas, à l'époque de François Léotard, quand il était ministre de la Défense, il y avait un substitut général à la Cour d'appel de Paris qui devait être nommé directeur de la gendarmerie. C'est pas rien, c'est un très beau poste. Et il était sur le point d'être nommé quand le Canard enchaîné a tout foutu par terre, autant que je me souvienne. C'est que, il a, preuve à l'appui, le Canard a raconté que ce magistrat entretenait des relations coupables avec des voyous. Mais des vrais voyous. Donc le poste... Mais alors, je vais vous poser la question autrement. On sait très bien aujourd'hui que dans l'équipe Macron, on a bien vu Bayrou, celle-là c'est tout à fait nouveau, a été blanchi effectivement au bout de longtemps,
Oui, alors je vous interromps. Ouais. Blanchi, on va voir si le parquet fait appel. Oui, c'est ça. Oui, et vous avez vu que les attendus sont bizarres, quand même bizarres. Il est probable que des autorisations... qu'il n'ait pas été au courant. Oui, bon, c'est ça. Oui, voilà. Cela dit, bon, c'est la règle du jeu, mais... il faut attendre. Mais je veux dire par là, Gilles Guettner, justement, et ça m'intéresse que vous parlez de ça, c'est-à-dire que, au fond, soyons clairs, un certain nombre de procureurs, on parlera d'après des juges d'instruction, mais un certain nombre de procureurs, que ce soit à gauche ou à droite, ça n'a aucune espèce, ça vous le dites très bien, et on le sait en fait. Mais un procureur qui doit sa carrière au ministre de la Justice, donc au président de la République, on connaît le pouvoir monarchique de notre chère 5e République. Est-ce que franchement, il faut avoir une âme absolument d'airain et un héros pour se dire, écoutez, je pense quand même à ma carrière et je vais m'opposer à tel ou tel homme politique. Je pense, pourquoi je dis ça? Il y a un certain nombre de ministres, vous connaissez, ou d'entourage de Macron, pour ne pas parler de Colère ou d'autres, d'Alexis Colère ou beaucoup d'autres, qui ont été soit mis en examen, soit poursuivis. Et vous savez, on disait avant, c'est la jurisprudence Balladur, un ministre mis en examen doit démissionner. On a l'impression que tout ça, je ne veux pas dans la caricature des Ménines de Velasquez et l'entre-soi et tout le monde se tient par la barbichette, mais il y a, même en lisant votre livre, il y a quelque chose de ça. Oui, absolument, mais... Prenons le problème des procureurs, du procureur général ou du procureur d'un grand tribunal. Il est nommé par le pouvoir en place. Il est sûr qu'il faut avoir une dose, en général ils sont indépendants, mais il faut avoir une dose très forte d'indépendance pour résister. Alors il y a eu des magistrats qui ont résisté, en l'occurrence Van Ruymbeck, qui était juge d'instruction, il a résisté au pouvoir. Mais Van Ruymbeck n'était pas nommé par le pouvoir en place. Non, il a été inamovible, ça. Mais les magistrats, qu'est-ce que vous voulez? Il faut que les procureurs soient indépendants et qu'ils soient nommés par une commission qui pourrait être composée d'élus, de magistrats et qui déciderait. Donc, comme cela... pas nommé par le pouvoir. Non, mais comme ça, le procureur ou le procureur général pourrait décider en son âme et conscience d'ouvrir ou de ne pas ouvrir une information judiciaire. C'est ça le fond du problème. Et on pourrait même aller encore plus loin, c'est nommer un procureur général de la nation qui s'occuperait vraiment de l'action publique et qui, lui, serait totalement indépendant du pouvoir politique, qui aurait, d'une certaine façon... certaines attributions du garde des Sceaux, mais qui ne siégerait pas au Conseil des ministres. Ce qui permettrait de lui donner encore une plus grande indépendance. Alors justement, ça m'intéresse, Gilles Guettner, encore une fois, c'est aux journalistes d'expérience que je parle. Est-ce que vous auriez aux juges élus, ou en tout cas, pour reparler, à la Cour suprême à l'américaine, où effectivement la Cour suprême est totalement indépendante Oui, alors on est en train, là, avec l'arrêt concernant le garde des Sceaux, on commence un petit peu à entrer dans cette thématique. Sauf que la Cour de justice de la République, ne sont pas des juges indépendants, c'est le moins qu'on puisse dire. Absolument. Mais il faudrait, dans ce cas-là, il faut supprimer le juge d'instruction. Ah oui. Non, mais c'est intéressant. Et puis laisser le parquet faire l'enquête lui-même. Et il serait une partie comme... l'est la partie civile ou la personne mise en examen. C'est ça qu'on pourrait faire. Et d'ailleurs, à Paris, l'expérience avait eu lieu au cours de l'affaire Drey. Drey avait été soupçonné, l'ancien député de l'Essonne, socialiste. Ah oui, Julien Drey. Avait été soupçonné d'opérations immobilières, d'opérations financières un peu douteuses. Et le procureur de l'époque a décidé de ne pas nommer de juge d'instruction pour aller plus vite et de résoudre le problème plus rapidement. Et on en vient à l'affaire Bayrou. C'est vrai que 7 ans, c'est plus que pénible, mais c'est clair. Mais il y a des gens qui ont commis des infractions plus graves et qui, eux, à la longue, sont aussi relaxés et acquittés. Tout à fait. Donc c'est compliqué parce qu'en plus vient se mêler un pouvoir dont on parle beaucoup, c'est celui des journalistes. Et vous savez que... Le fameux quatrième pouvoir. Oui, qui peut faire déraper beaucoup d'enquêtes, on l'a vu. Souvenez-vous, c'était pas une affaire financière, mais l'affaire Dils,
ce jeune homme qui a, Patrick Dils, qui a été acquitté quand même après 14 ans. Quand même. Bon. Mais regardez, on va en parler après cette petite pause et on va continuer avec vous. Encore une fois, c'est passionnant, on va parler de certaines affaires parce que justement dans le livre, il y a des affaires qui montrent bien la complexité aussi de la chose. Et puis, c'est humain, hein. Ce sont des hommes, ce sont des femmes. Et vous ne pouvez pas empêcher, pardonnez-moi de vous couper, ils votent. Ils votent, oui, bien sûr. Et peut-être que vous aussi, il y a une histoire judiciaire qui vous a marqué. Vous nous appelez 0826 300 300 pour témoigner ou pour poser toutes vos questions. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, le monde judiciaire dans tous ses états, le monde politique, mais ça, ce n'est pas nouveau. Gilles Guettner fait un inventaire très intéressant de ce côté, effectivement, attraction-répulsion, on l'a dit, depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui, et Dieu sait s'il y en a eu des choses, effectivement, et on parlait de ce qu'on pourrait faire avec peut-être des procureurs enfin non indépendants, mais au vrai sens du terme, parce qu'ils ne le sont pas aujourd'hui, il faut le dire, et peut-être supprimer ou pas les juges d'instruction. D'ailleurs, dites-moi, quand Nicolas Sarkozy les traitait de petits pois, ça n'a pas dû leur plaire beaucoup, non, ça. Hein, ça c'est une profession comme beaucoup, mais surtout celle-là, elle est très susceptible, quoi. Et traiter les magistrats de petits pois, il pensait surtout aux magistrats de la Cour de cassation, donc les plus hauts magistrats du pays. D'accord. Donc ça a dû un petit peu les agacer. On voit agacer, le mot est un peu faible, mais on voit bien que d'ailleurs, tous les présidents de la République depuis 81 n'ont jamais eu une sympathie et spéciale, un amour débordant pour la magistrature. On le voit bien. Et Nicolas Sarkozy fait partie, incontestablement, il est un peu dans le peloton de tête des chefs de l'État qui n'aimaient à la magistrature. Alors, en fait, vous parlez, vous parlez 5 présidents Mitterrand. Il n'aimait pas beaucoup à cause de l'affaire de l'Observatoire. Oui, c'est évident. Oui, et l'affaire de l'Observatoire, c'est une affaire entièrement montée, on le sait, etc. Bon, mais alors Mitterrand, je rappelle Chirac. Ensuite, il avait des raisons aussi. Hollande. Non, attendez, il y a eu Sarkozy, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Oui. Donc vous parlez de 5 présidents. Oui. Et Giscard était un peu à l'écart de tout ça, d'ailleurs. Giscard, là, oui, Non, parce que moi, on m'a raconté que... Mais pourquoi? Comment ça se fait qu'il y a eu au Conseil supérieur de la magistrature, et quand il était le président, comme tous les chefs de l'État, il intervenait peu, il n'y avait pas il n'y a jamais eu une grande... coexistence pacifique. Oui. Enfin, plus ou moins. Ouais. Non, ceux qui ont été le plus, c'est François Mitterrand, et puis... Nicolas Sarkozy, et puis Jacques Chirac, c'est les 3... Oui, c'est pas mal, déjà 3 sur 5, c'est déjà pas mal. Alors que le président actuel leur passe plutôt la main dans le dos, si je peux m'exprimer ainsi. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de tension. Parce qu'avec Chirac, souvenez-vous, les tensions étaient très fortes, avec l'instruction... La mairie de Paris, le scandale de la mairie de Paris. D'ailleurs, Robert Badinter était intervenu, avait dit, ce n'est pas M. Capet, on doit... Oui. En revanche, Sarkozy, mis en examen, mis d'ailleurs en garde à vue. 15 ou 16 heures, autant que je me souvienne. Il y avait un conflit qui a toujours existé entre les juges. D'ailleurs, il l'a rappelé quand il y a eu l'arrêt sur les fameuses écoutes téléphoniques, l'affaire Bismuth. Oui, l'affaire Bismuth, oui. Il a été formé content de l'arrêt en raison de la présence de la présidente qui avait... quelques années auparavant, critiqué la réforme du juge d'instruction. Mais alors, parmi les juges que vous avez côtoyés, ou en tout cas que vous avez... Quelles sont les personnalités positivement ou négativement, les plus fortes? C'est Eva Joly, c'est qui enfin, parmi les juges, je dirais très accrochés comme ça, au basque du pantalon qui tiennent le... Alors, bon, les juges jugent en droit, à charge et à décharge. Bien donc sûr, je ne vais pas... Mais en général, c'est à charge, non? Alors, ça dépend, oui. Je parle pour les politiques. Moi, je dirais, si vous voulez, alors, j'emploierais pas le mot à charge, j'emploierais autre chose, et je pense à l'affaire Fillon. On prend un juge, on ne cherche pas à savoir s'il est de droite, de gauche, on prend un juge pugnace, et non pas un dormeur. En choisissant tel juge, on sait qu'il ira jusqu'au bout.
Une fois qu'il accroche. Oui, et il y a des. Bon, je peux pas comme ça donner des étiquettes, mais il y a certains juges d'instruction qui sont visiblement plutôt de droite et qui se gênent pas pour taper sur la droite. Ça, j'en ai connu, et inversement, parce que il y a une espèce de morale. Pour moi, c'est la pugnacité. Oui, alors la pugnacité, justement, on va parler de ça. Est-ce que pour vous, et là je parle aux journalistes, comme aux citoyens, est-ce que vous êtes aussi, bien sûr, Gilles Guettner, est-ce que les juges devraient être syndiqués? Vous parlez du syndicat de la magistrature, et Dieu sait si, quelles que soient les opinions qu'on peut avoir, on peut dire, et ils le disent, qu'ils sont orientés. Il faut se battre sur l'opprimé par rapport à l'oppresseur, etc., etc. Oswald Bodo. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les juges doivent être... moi, j'ai pas une idée précise sur ce que je peux dire, si vous voulez. C'est que ils ont l'autorisation de le faire, d'être syndiqués constitutionnellement, donc il n'y a rien à dire. Sauf que lorsque ils signent, comme le syndicat de la magistrature, des écrits sur le fameux mur des cons, là, il y a quand même, quand on se moque d'un général qui a perdu sa fille assassinée, violée, un autre identique, on se dit que le syndicat de la magistrature n'est pas Charlie Hebdo. On ne peut pas jouer à Charlie Hebdo. C'est ça qui me paraît important. Alors, après, ça déchaîne des passions, etc. Mais c'est là où il y a quand même... Et puis le syndicat de la magistrature, il représente, vous savez, aux élections, j'avais regardé les chiffres, c'est 22% de 9000 magistrats. Et il y a, pas rien, quand même. Oui, et un magistrat sur deux est syndiqué à peine, quoi. Donc, alors évidemment, s'ils ont... Mais les procureurs généraux, les 20 ou 25 procureurs généraux, ne sont pas syndicaux, le syndicat de la magistrature. Ils ne sont pas syndiqués, mais ils peuvent effectivement être bienveillants vis-à-vis du pouvoir en place. C'est toujours la même chose, vous savez. Mais tout le problème, encore une fois, c'est vrai, enfin, je vous ai posé la question, vous me dites qui juge les juges, effectivement, ils sont quelquefois jugés. Mais moi, j'ai été très frappé. Alors, ce n'est pas politique, quand même. Enfin, vous connaissez, on ne va pas son nom, ce juge qui proposait sa fille de 12 ans à des pédophiles, Bon, il n'a pas été, il a été, si vous voulez, j'en parle, il a été révoqué. J'ai pas. Il y a eu quelques histoires comme ça, c'était vraiment. Ça, c'est quand même hallucinant, enfin. Bon, ça, ce sont des extrêmes. Il était dans le sud de la France, j'en parle. C'est le Conseil supérieur de la magistrature avait statué en 2021. Alors, une chose qui m'a frappé, justement, dans votre livre, Gilles Guettner, parce qu'on parle toujours des 3 pouvoirs, sans parler du 4e. Vous dites, alors ça c'est intéressant parce que j'aimerais que vous précisiez. Vous dites non, il n'y a pas de pouvoir judiciaire, une autorité judiciaire. Oui. Quelle nuance entre, parce que c'est un pouvoir ou c'est pas un pouvoir? Constitutionnellement, c'est le général de Gaulle qui l'a voulu lorsque il a présenté la Constitution en 58. C'est une autorité, c'est-à-dire elle n'a pas de pouvoir à elle. Elle est soumise en quelque sorte, pas soumise, mais disons, elle n'a rien à voir avec le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif. Oui, mais enfin, elle a le pouvoir de condamner. Elle a le pouvoir d'emprisonner. Et ça, c'est le pouvoir de condamner, c'est le pouvoir de juger. C'est la conséquence du pouvoir de juger. Oui, mais c'est-à-dire que les jugements sont actés. Et ce sont eux qui décident d'incarner ce jugement. Absolument. C'est pas seulement, il est coupable, mais après, à vous de voir s'il faut le mettre en prison ou pas. Cela dit, il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas trop mal, mais avec des lenteurs. Je veux pas me faire le défenseur acharné, mais... quand vous êtes condamné une première fois, vous pouvez faire appel. Après, vous avez la cassation. Après, alors ça prend du temps. Mais qui vous dit, pour aller dans votre sens, qui vous dit que dans l'affaire des écoutes Bismuth, les 3 personnes qui ont été condamnées, elles ne seront pas, in fine, relaxées? Elles sont en appel actuellement, c'est ça, Ils ont été condamnés en appel, ça va aller devant la Cour de cassation. Et Nicolas Sarkozy l'a dit, il ira jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. On ne sait pas, vous savez, il y a des affaires... tout le monde pensait que Bayrou allait être condamné. Oui, absolument. Et là, est-ce que là on revient, parce que évidemment, ce sont des hypothèses, on ne peut pas dire. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des raisons politiques qui jouent? Vous avez vu qu'actuellement, on parle de lui, je ne sais pas si ça va se faire, pour être ministre de l'Éducation nationale. Bon, en remplacement de Ahmed. Alors, je vais vous dire, la réponse, elle est je vais vous la donner. Il faudrait que le code pénal ait un paragraphe spécifique pour sonder l'inconscient d'un juge d'instruction.
Oui. Et ça, c'est pas de mal à veille. Oui, ce n'est pas facile. Oui. Faudrait psychiatriser. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Oui. Non, parce que le problème, et c'est vrai, vous touchez à quelque chose. C'est le facteur humain, quoi. Je veux dire, le juge décide en principe en son âme et conscience s'il n'est pas trop victime de pression de part et d'autre, et on le sait. Mais encore une fois, quand on lit votre livre, on se dit que quand même, franchement, c'est très souvent, il y a quand même énormément. Alors il y a des conflits, et heureusement qu'il y ait des conflits, c'est là pour ça, qu'il y ait des contre-pouvoirs. Mais est-ce que vous estimez, au terme de ce que vous avez écrit, d'ailleurs c'est pas votre premier livre, vous avez écrit beaucoup de livres sur la justice et les juges, Gilles Guettner, est-ce qu'au fond, aujourd'hui, on peut dire que l'équilibre est là entre est-ce que c'est un véritable contre-pouvoir par rapport au pouvoir exécutif, pour ne parler que de lui, par le pouvoir législatif ou autre. C'est-à-dire, est-ce que la justice agit vraiment comme contre-pouvoir, ce qui est son rôle, sinon si vous voulez, je peux vous citer 2 exemples qui sont quand même assez intéressants, et qui ont eu lieu dans les années 99-2000 et qui ont marqué une rupture avec les juges d'instruction. C'est l'affaire du GIFICO, du financement du Parti communiste, présumé du Parti communiste. Rappelez l'affaire, oui, parce que... C'était un bureau d'études comme Urba qui finançait via des commissions prises sur les marchés le Parti communiste ou des satellites. C'est ça. Et il y a eu des papiers, et il faut que les journalistes fassent amende honorable. Oui, le GIFICO, le Parti communiste est coupable, etc. Relax. Le tribunal avait écrit, autant que je me souvienne, en aucun cas cette affaire devait franchir les portes d'un tribunal. La deuxième affaire, et là vous en souvenez forcément, qui a fait un bruit extraordinaire, c'est l'affaire de la MNEF avec Dominique Strauss-Kahn et la fameuse honoraire de 603 000 €. Là aussi, etc. Bon. Il a été contraint de démissionner de son poste et in fine, relax. Et c'est ça qui, à mon avis, est important. Il faut trouver un système où, quand vous êtes mis en examen, vous n'êtes pas forcément coupable. Or, dans l'opinion... c'est le gros problème. Oui. Dans l'opinion, vous êtes mis en examen. Moi, j'ai déjà été mis en examen, pas pour escroquerie ou détournement de fonds publics, mais pour diffamation. Ça vous fait pas le même effet que quand vous êtes mis en examen pour escroquerie ou en bande organisée. Voilà. Et c'est vrai que dans l'inconscient du public, on peut le comprendre, je dis pas que le justifier, bien sûr que pas. Mise en examen, c'est déjà... Oui, alors que jadis, c'était inculpé, où il y avait la racine latine culpa à la faute. Là, mise en examen, ça veut dire que on regarde. Oui, on regarde, et on ne juge pas. Et c'est vrai, pour revenir à ce que vous disiez, il y a des juges qui instruisent à charge. Oui, ça se voit. C'est évident. On le voit. Moi, j'ai suivi un peu l'affaire Tapie, pour le meilleur et pour le moins bon. C'était assez, bien sûr, assez frappant, ça. On prend juste une petite pause et on retourne avec Gilles Guettner. Les juges et les politiques, vaste mariage, vaste pax ou rupture avec communauté Rétito-Zaclé, on en parle. 0826 300 300 pour réagir, pour poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h46 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Gilles Guettner qui est avec nous pour son livre La guerre secrète entre juges et politiques. C'est aux éditions de l'Artilleur. C'est le cas de le dire, l'Artilleur, quand les juges tirent à vue. Justement, Gilles Guettner, c'est vrai que c'est plein de conflits, etc. Mais je voudrais que vous racontiez justement François Hollande, qui a eu quand même qui a fait beaucoup de livres lui-même, mais le livre qui a peut-être signifié la fin de sa carrière, je ne sais pas s'il aurait été réélu ou pas, mais quand même, quand il a reçu les journalistes du Monde pendant 100 heures d'Avé et l'homme, pour un président ne devrait pas dire ça. Et vous racontez, vous en parlez dans votre livre. À la suite, dans ce livre, François Hollande taxe les journalistes de lâches. Et lorsqu'ils lisent le livre,
le premier président de la Cour de cassation et le procureur général, on est en 2016, ou juin 2016, on se souvient, sont évidemment fous furieux. Traité de lâche, quand même, des deux plus hauts magistrats de l'État. Juges, ouais. C'est quand même lourd. Oui, il le dit, ouverte, enfin, il le dit clairement dans le livre. Oui, dans le livre. Et donc, ils veulent avoir ces explications. Enfin, ils sont reçus dans la soirée, tout de suite, vers 20h, à l'Élysée. Il était encore président, c'est pour rappeler. Oui, absolument. Il est encore président. Alors, l'entretien va durer peu de temps. Il s'explique, tout en s'explique. Enfin bref, c'est un peu confus. Et lorsque les magistrats l'interrogent, il est un peu gêné. Il regarde ses chaussures et il y a la secrétaire. Ah bon, j'ai écrit ça. Et la secrétaire, j'ai dit ça moi. Et la secrétaire lui dit, mais oui, monsieur le président, vous avez été enregistré, donc vous le savez. Et évidemment, le président reste muet, quoi. Il n'en a pas trop voulu, après? Non. Non. Je crois, nous avons un auditeur. Oui, pas mal, ça fait réagir sur le standard 0826 300 300. On a Julien qui nous appelle depuis Créteil. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour mon cher André, bonjour à votre invité. Des débats très intéressants, effectivement, que celui de la justice et des juges. Moi, ça m'a fait penser, c'est pour ça que je souhaitais réagir, à l'affaire des frégates de Taïwan, qui est quand même un des plus gros scandales du XXe siècle. Et quand on réécoute Christine Devier-Joncourt, qui d'ailleurs au passage, vous devriez l'inviter, André, je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire sur le Covid, la guerre en Ukraine et le pouvoir des juges. Rappelez-vous, enfin vous avez connu ça certainement beaucoup mieux que moi, le fait que les juges voulaient faire tomber Roland Dumas. On se souvient, il y avait une collision énorme et on avait à l'époque, en tout cas c'est ce que dit Madame Devier-Joncourt, une Eva Joly qui harcelait Madame Devier-Joncourt et c'était le but effectivement, c'était d'atteindre Roland Dumas parce que rendez-vous compte André, il y avait des liens qui s'entendaient très bien avec les dirigeants iraniens, les dirigeants russes, mais c'était vraiment un sacrilège si je veux le dire comme ça. Et donc c'est vrai que cet exemple je trouve des frégates de Taïwan, même si elles parlent pas peut-être à la nouvelle génération, il y a beaucoup d'autres affaires. Ah, bien sûr, elle révèle vraiment la collusion et le lien qui est absolument énorme. Et en fait, quand on nous dit l'indépendance de la justice, bon, on vient de le voir, vous en avez très bien parlé avec l'affaire Bayrou. Moi, personnellement, je n'étais pas étonné quand on sait que c'est un macroniste plus. Moi, j'avais aucun doute qu'effectivement, il serait blanchi. Bon, voilà, c'est hélas, on est dans une justice qui est quand même, je vais pas dire bananière, mais enfin, c'est quand même très politisé, il faut pas se raconter de l'histoire. Alors Julien, c'est intéressant parce que beaucoup de nos auditeurs, on reçoit beaucoup de messages qui ont encore une fois l'impression, c'est pour ça que c'est intéressant votre livre, non pas qui rétablit, qui refait l'équilibre, mais que justement, comme Julien, ils disent oui, mais regardez, la justice est soumise aux politiques, même si de temps en temps il y a des accrochages. Mais auparavant, les frégates de Taïwan, vous avez suivi cette affaire? Oui, j'ai suivi autant que je me souvienne. Christine Devier-Joncourt jouait les intermédiaires pour que le contrat se réalise, et elle voulait passer par Sirven, l'âme damnée de Loïc Le Floch-Prigent. Mais juridiquement, ce qu'elle a fait, ce que faisait Sirven, ça s'apparente à de la corruption. Puisque vous touchez vous touchez une commission. Commission sur un marché. Alors, le rôle de Roland Dumas, là, il a été très... Moi, on peut pas être affirmatif, d'autant plus qu'il n'a pas été condamné. Il a été relaxé dans toutes ces procédures. Tout à fait. Il a été condamné que dans une petite procédure, enfin sans intérêt. Non, mais en général, je vais vous dire, il y a quand même une espèce, je dirais pas d'impunité, mais dans les affaires qui sortent. Oui. Gilles Guettner, combien d'affaires sortent par rapport à l'affaire qui ne sortent pas? Je pense non seulement aux fausses factures, je pense au retour, vous savez, Elf Gabon et compagnie, toutes les histoires de financement de partis politiques, où vous avez les rétrofactures, qui reviennent comme ça, et puis c'est quand même, il y a eu je dirais pas un océan, enfin il y avait quand même beaucoup de choses. Alors certaines sont sorties, mais d'autres... Oui, parce qu'il y a quand même, faut pas oublier qu'il y a une instruction en cours, mais elle va durer... Elle dure déjà depuis 7-8 ans. Ils seront tous morts. Les biens mal acquis de toutes ces... De Bokassa et compagnie. Bongo, Obiang, pour la Guinée. Bon, c'est vrai, mais c'est tellement énorme. Alors en plus, ce qui se passe, et là on revient dans ce que vous disiez, c'est que l'instruction est longue, parce qu'au bout de 4 ans, le juge d'instruction qui a instruit, il s'en va, il est nommé ailleurs, il va avoir une promotion. Donc son successeur, il reprend 4 ans. Il reprend pas à zéro, mais il reprend 4 ans, donc il perd du temps. On n'en finit plus, quoi.
Alors vous avez raconté hors antenne l'histoire de ces centenaires. Oui. Racontez parce qu'elle est fabuleuse. Oui. Parce que ça dit tout ce que dit Julia et d'autres, c'est-à-dire que on peut attendre, quoi. On peut attendre. Absolument. C'est l'affaire de la chaufferie de la Défense. Alors c'était quoi cette affaire? C'est un marché public qui concernait les quelques municipalités autour de la Défense. Ouais. Qui devait organiser le marché de chaufferie, de chauffage. D'accord. Et c'est un truc énorme. La Défense, il y avait plusieurs villes limitrophes à la Défense qui étaient mêlées, et il y a eu c'est un marché qui portait sur plusieurs dizaines de millions, et il y a eu effectivement une corruption assez forte, et le résultat des courses, c'est que il y a le juge a changé, autre est venu. Été mis en examen et condamné à un certain nombre de gens, oui. Personne n'avait été mis, il n'y a pas eu de procès. Au bout de 20 ans, non, au bout de 20 ans, l'instruction, c'est faute de combattants. L'instruction a été terminée parce qu'il se trouve que l'un des inculpés avait des mises en examen, avait 101 ans et l'autre 99. Donc le combat, c'est ça, faute de combattants. Ouais. Donc, alors il y a on dit qu'au parquet national financier, il y a une ou deux affaires qui datent de plus de 10 ans, Non, mais c'est ça qui est fabuleux aussi, enfin, vous en parlez, la longueur de ces affaires. C'est-à-dire qu'on peut attendre tranquillement, même si l'on est coupable. Oui. On verra. Prescription. La prescription, et voilà. Et là, c'est le juge est maître. S'il bouge pas, prescription. Oui. Et la prescription, elle est dans des dates très fixes, etc. Alors, on arrive à reculer s'il y a quelqu'un qui se constitue partie civile. Il y a toujours. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est un petit peu les poupées gigognes, quoi. Oui. Alors, est-ce que vous souscrivez complètement à l'immortelle assertion de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir? C'est toujours ça? Oui. Je veux dire, pas changé, ça. Oui, je pense que ce ne serait pas... certains ne seront pas contents, mais votre formule, la formule de La Fontaine... Rendons à La Fontaine ce qui est à La Fontaine. Elle est assez juste, on voit bien, quoi. Ouais. Merci Gilles Guettner, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et c'est vraiment très intéressant de voir à quel point, encore une fois, dans cette guerre secrète des juges et des politiques, moi il y a une chose qui me frappe effectivement. Je voudrais rappeler, et c'est sur votre prière d'insérer, enfin sur la 4e de couverture, c'est très joli. Savez-vous, monsieur le juge, alors c'est François Molin, qui parle à un juge, c'est ça. Savez-vous, monsieur le juge, quel est le point commun qui nous unit? Non, mais je serais heureux de le savoir. Monsieur Dupond-Moretti nous déteste tous les deux. C'est François Molin, ex-procureur général près de la Cour de cassation, effectivement. À votre avis, quand un homme politique, je voudrais finir là-dessus justement, quand un homme politique a eu maille à partir, les haines recuites durent ou après ils disent vraiment la page est tournée? Le problème, c'est qu'il n'y aura plus de haine recuite parce que le procureur général est parti très vite. Ah oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, il est parti et chacun va à ses occupations. C'est ça. Voilà. Qui juge les juges, qui juge les politiques? En tout cas, un livre à lire de Gilles Guettner, La guerre secrète entre juges et politiques. 44 ans. Et puis, vous ferez le tome 2 dans 10 ans. Oui. Hein, au moins. Et sur les réseaux sociaux, beaucoup de commentaires sur... on aurait pu parler du cas Balkany, nous dit-on. Oui, c'est vrai, ça. Oui. Merci beaucoup, Gilles Guettner, d'avoir été avec nous. Je rappelle ce livre, La guerre secrète entre juges et politiques, aux éditions L'Artilleur. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve demain, André Berkoff, entre midi et 14h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. De la Presqu'île aux pentes de la Croix-Rousse, de la Guillotière à Confluence, en passant par le Vieux-Lyon et ses traboules, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai.